parce qu'on a envie justement que ce soit une foule haineuse. C'est pas une foule haineuse non plus. On dit la République est en danger, un transpalette a percé une porte d'un ministère. Ah, si vous pensez qu'effectivement on met par terre une République avec un transpalette, c'est que quand même, vous avez vu, le dernier samedi, c'était uniquement ça. Ils ont voulu faire tomber la République avec un transpalette. On est ridicule. Bon, quand il dit il faut aller à l'Élysée, il faut prendre l'Élysée, les mots ont un sens. Il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il a dit on veut être reçu à l'Élysée. C'est tout de suite transformé en c'est un putschiste, il veut prendre le pouvoir à l'Élysée. Mais non, mais il y a quand même un traitement de l'information qui est assez sidérant. Je veux dire, on veut éviter les amalgames, sauf qu'on fait des amalgames, tous racistes, tous homophobes, tous fascistes. Qui, depuis le début du mouvement, n'a pas eu une seule parole apaisante et un mot d'empathie pour tous ces blessés graves qui ont été éborgnés au flashball ou mutilés à la grenade désencerclante? Je crois que le gouvernement et le président de la République n'ont cessé de jeter de l'huile sur le feu, alimentant le climat de colère aujourd'hui que nous connaissons dans notre pays, alimentant le climat de tension. Comme je vous le disais, cessons de se situer sur le terrain répressif. Il faut apporter un changement de cap politique. Aujourd'hui, les revendications des Gilets jaunes, elles sont particulièrement claires et il est donc temps que le président de la République et le gouvernement les entendent enfin. Mais pour apaiser aujourd'hui la situation, vous avez besoin que ceux qui portent la parole institutionnelle, le président de la République et le gouvernement, eh bien, décrivent la réalité dans son ensemble, c'est-à-dire mots d'empathie pour les blessés, condamnation des dérives individuelles de policiers, soutien aux institutions des forces de l'ordre. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour tenter de réconcilier notre peuple avec ses policiers et ses gendarmes. Écoutez, le grand débat national, moi je n'ai croisé personne dans la rue qui m'ait dit « Oh, tu as vu François, le grand débat national, c'est formidable, on va enfin pouvoir changer la politique dans ce pays. » Dire personne n'y croit, c'est une plaisanterie. Vous avez d'ailleurs, eh bien parce que plusieurs membres du gouvernement, à commencer par le porte-parole, Benjamin Griveaux, a d'ores et déjà indiqué que quoi qu'il arrive à l'issue du débat national, rien de ce qui a été fait depuis 18 mois ne sera détricoté. Pensez à quoi particulièrement ? Eh bien, notamment aux dispositifs fiscaux qui ont été adoptés au début du quinquennat Macron au bénéfice des 1% les plus riches, c'est-à-dire la réforme de l'ISF, l'exit tax, la flat tax et le CICE. Ces mesures coûtent à la nation 20 milliards en 2018 et 30 milliards en 2019. Commençons eh bien, par revenir sur ces dispositifs fiscaux, parce que en l'état, les quelques mesurettes qui ont été annoncées par le président de la République, qui va les financer, ce sont toujours les mêmes. C'est la classe moyenne, si bien que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, lorsqu'il vous donne 10 euros dans la poche droite, il vous reprend 100 euros dans la poche gauche. Comment expliquez-vous que dans notre pays, alors que la richesse produite chaque année ne fait qu'augmenter, puisque le PIB augmente, que les impôts ne baissent jamais pour la classe moyenne prise au sens large, comment se fait-il qu'on nous explique qu'il y a toujours du déficit et qu'il faut réduire les services publics alors qu'ils sont déjà à l'os, que vous avez des infirmières qui se suicident, que des policiers se suicident, que la justice est en voie de clochardisation parce qu'il n'y a pas assez de moyens et que les juges croulent sous les dossiers. Nous avons un budget de la justice qui est inférieur de 2 fois à celui de l'Allemagne. Comment expliquez-vous ça? Où va l'argent? Où va l'argent? Si ce n'est dans la poche des 1% les plus riches. C'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général. Et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs,
que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais ce n'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de ne pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire. Qui est Étienne Chouard? Quelles sont ses idées? Qu'est-ce qu'il pense? Et donc, alors, moi, j'ai été voir son blog, par exemple. Alors, sur son blog, Étienne Chouard dénonce la pourriture politicienne généralisée, je le cite, la criminalité politique qui dirige la France. Vous voyez, c'est un homme modéré, Étienne Chouard, on va le dire comme ça ce matin. L'une de ses obsessions, c'est l'Union européenne. Il la qualifie de piège fasciste antisocial. Il dit que ce sont les banques qui contrôlent l'Union européenne et il ajoute « tant pis si on me prend pour un complotiste ». Ben, tant pis, monsieur Chouard, vous avez raison. Il a cette phrase curieuse. C'est sur une vidéo. Les mêmes qui voulaient Hitler ont voulu l'Union européenne. Est-ce que vous avez une réaction concernant le dîner du siècle, les cercles de pouvoir comme le Bilderberg? Notre communauté nous en parle souvent. Il n'y a pas de trait du tout la connivence entre journalistes et cercles de pouvoir, pas du tout? Non, mais là, monsieur voulait parler avant vous. C'est la question qui dérange ou pas du tout? On vous écoute sur la réponse. J'ai pas compris la question en fait. Alors, il y a des problèmes de compréhension chez les journalistes. Oui, c'est ça. Le dîner du siècle, le cercle des Bilderberg, ça vous parle un peu ou pas? Oui, mais là, parlez autrement, monsieur. Là, c'est pas. Vous voulez que je vous parle comment? Normalement. Posez une question. Non, ma question était très simple. Ce qui Qu'est-ce dérange, que vous pouvez nous dire sur les rapports des journalistes au cercle? Ce qui dérange, c'est un peu autre chose. Je crois, moi, de mon point de vue. Dites-moi tout. Oui, je vous dirai. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. C'est-à-dire? C'est que ici, il y a des gens qui sont des auditeurs, des téléspectateurs. Voilà. Vous êtes un journaliste professionnel. Non, on n'est pas journaliste, pas du tout. Vous avez un point de vue. Vous avez un point de vue. C'est votre droit. C'est l'internet qui vous dérange? Non, vous avez un point de vue. C'est votre droit. C'est votre droit le plus absolu. Quel est mon point de vue dans ma question? On est tous des pourris, voilà, donc bon. Alors maintenant, moi, le siècle, je vais vous dire, moi, j'en fais pas partie, je m'en fous, voilà. Voilà. En deux mots, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui cherchent à manipuler le mouvement des Gilets jaunes, et vous aussi en passant? Pour ma part, il suffit de regarder ce que je fais, d'écouter ce que je dis, de lire ce que j'écris, pour s'apercevoir que le mal que disent de moi les éditorialistes n'est pas fondé, n'a pas de fondement. Sur le fond, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, donc il faut juste écouter ce que je dis plutôt qu'écouter ce que les gens disent de moi. Et ce que vous faites aussi, peut-être. Voilà, puis regarder ce que je fais, exactement. Parce que c'est une somme tellement extravagante qu'à force de jouer les bons samaritains mais ici... je ne joue pas les bons samaritains. Non. Dites combien vous gagnez aux Français. Je vous dirai pas. Eh ben voyez. Arrêtez-vous de voler, Je vous traite pas de voleur. Mais plein les poches, qu'est-ce que ça veut dire? Osez dire votre salaire. Plein les poches. Osez dire votre salaire, monsieur Apathy. Mais mon salaire, monsieur, osez le dire. Je le mérite, mon salaire. Mais peut-être, alors dites-le. Comme vous. Eh ben dites-le si Eh vous le bien, je ne méritez. vous le dirai pas.
Notre invité dans quelques minutes. Ce salaire est de 14 666 € brut mensuels, soit un peu moins que celui du président et un peu plus que celui d'un ministre. Jean-Baptiste Marteau, Dominique Bonnet. Un débat à peine lancé et déjà pollué par le salaire de son organisatrice. Pour son rôle de présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Joanneau touche 14 666 € brut mensuels, autant que le Premier ministre. Une somme qui fait bondir les oppositions. Le grand débat national voulu par Emmanuel Macron commence mal. Écoutez, ça s'apparente plutôt à un nouvel enfumage du pouvoir exécutif. Une consultation dont on ne sait pas trop à quoi cela aboutirait et qui paraît très éloignée déjà, vu les déclarations que je viens d'entendre, des revendications qui sont effectivement portées par les Gilets jaunes, parce que la volonté est celle d'une possibilité d'intervention directe du peuple dans la démocratie. Je n'ai pas entendu parler de la possibilité d'un référendum d'initiative citoyenne qui permette notamment que le peuple soit à l'initiative d'une loi. Je n'ai pas entendu parler de la possibilité d'un référendum révocatoire qui permettrait au peuple de révoquer un élu si celui-ci, par exemple, venait à trahir les promesses qu'il a fait pendant sa campagne électorale. Et puis, de toute façon, je crois qu'il y a un aveu fait par le pouvoir exécutif, c'est que, quoi qu'il arrive à l'issue du débat national, il n'y aura pas de changement de cap politique. C'est le porte-parole Benjamin Griveaux du gouvernement qui l'a indiqué. Donc, que ce soit ce débat national ou cette initiative de référendum à choix multiples, je crois que c'est un nouvel enfumage du pouvoir exécutif. Mais François Boulot, vous qui êtes avocat, vous savez à quel point c'est compliqué si on interroge les citoyens sur tous les sujets. Ça veut dire que potentiellement, on peut remettre en cause tous les textes de loi. Si on demande aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre la réforme fiscale, pour et contre, je ne sais pas moi, la peine de mort. Mais il ne s'agit pas d'interroger le peuple sur tous les sujets. Je ne crois pas qu'on remette en cause la démocratie représentative. Dans un pays de 65 millions d'habitants, ça me paraît compliqué de gouverner uniquement par référendum. Mais en revanche, donner la possibilité au peuple d'intervenir directement dans la démocratie selon les modalités que je viens de vous indiquer, ça permettrait d'avoir une respiration démocratique et que le peuple puisse s'exprimer en dehors des élections qui ont lieu tous les 5 ans, puisque la seule élection qui vaille dans ce pays, malheureusement, c'est l'élection présidentielle. Et donc, ça permettrait effectivement un peuple de pouvoir se sentir acteur et non plus simplement passif face aux politiques qui sont menées aujourd'hui. Cette pancarte appelant au référendum citoyen, au Frexit, référence là aussi d'ultra-droite. Frexit, car l'Union européenne, c'est la dictature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de cette pancarte ? Voilà, alors aujourd'hui, en France, on n'a plus de politique. Les politiques sont menées à Bruxelles. La preuve, Macron a mis 3 semaines pour arrêter les taxes sur le carburant. On en a marre, La loi El Khomri, la loi Macron, que les gens ne se méprennent pas, ce ne sont pas des lois françaises. Ils ont eu la même chose en Belgique et dans d'autres pays. C'est une arnaque française. La France n'a pas de politique économique. Et nous, on veut pouvoir avoir le contrôle sur les décisions importantes en France. Mais vous employez le terme de dictature, est-ce que c'est pas un peu fort, étant donné que l'Union européenne, on y a nous-mêmes adhéré en ratifiant notamment les traités, comme le traité de Lisbonne par exemple. On nous a forcé la main sur le traité de Lisbonne. Dictature, non, c'est pas un mot très fort, parce que un groupe de personnes qui décident des lois pour un État qui ne se trouve même pas dans cet État, comment vous appelez ça, vous ? Une démocratie ? Non. Reprenez le terme, les définitions de dictature et prenez la définition de démocratie et vous verrez ce que c'est que l'Union européenne, comment ça fonctionne. Donc vous êtes aussi favorable au référendum d'initiative citoyenne. Vous souhaiteriez par exemple que le Frexit soit l'une des questions qui soit posée par l'intermédiaire de cet outil institutionnel ? Alors ce que les gens ne savent pas, c'est que le problème du RIC, c'est qu'on aura beau modifier tout ce qu'on veut dans la Constitution, ça ne changera rien, étant donné que les traités européens sont supérieurs à notre Constitution. La France, elle appartient à l'Union européenne. Donc, on pourra changer ce qu'on veut dans la Constitution française, ça ne changera rien. Le problème, il est là. Il faut sortir des traités européens, du carcan de l'Union européenne. Et c'est le seul moyen d'avoir une vraie démocratie. Avec le RIC, on pourra décider nous-mêmes de nos lois.